Bienvenue dans Agora, votre nouvelle émission de débat participatif et citoyen. Un rendez-vous hebdomadaire, chaque dimanche à 18h30 sur France 3 Corse via Stella. Une émission itinérante, nous vous emmènerons dans toutes les villes de Corse. Aujourd'hui, nous sommes à Ajaccio. Au menu, la crise migratoire qui sévit en Méditerranée. L'été 2018 a été marqué par le feuilleton de l'Aquarius, symbole d'une Europe divisée face au désespoir de populations chassées de leur pays par la guerre et la famine. Une Europe qui a pu vérifier combien la bascule populiste du voisin italien, longtemps abandonné seul face à la crise, était lourde de conséquences. En Corse, l'affaire de l'Aquarius a également rebondi lorsque les deux présidents de la collectivité territoriale de Corse, Gilles Simeone et Jean-Guy Talamone, ont été nourris à un feu de critiques, leur proposition consistant à accueillir le navire chargé de réfugiés dans l'un des ports de l'île. Crise migratoire, quelle place pour la Corse? C'est maintenant dans Agora. Bien, nous nous retrouvons pour notre émission dans un café de la rue Fèche. Et avant de rejoindre mes invités, je vais remettre des téléphones portables pour que le public puisse nous filmer, car le regard du public nous intéresse toujours énormément. Alors n'hésitez pas à nous filmer durant les débats. Bonjour à vous trois. Bonjour. Et bonjour. Alors je vous présente très rapidement Sophie Rahal, administratrice de l'ONG SOS Méditerranée, à la proue pour nous expliquer la situation en Méditerranée vue depuis la vigie du navire Aquarius, enfin j'espère. On va essayer. Le docteur François Pernin, urologue à la retraite, mais surtout président de la CLE, la CLE, la coordination interassociative de lutte contre l'exclusion, qui réunit diverses associations humanitaires qui luttent contre la précarité en Corse du Sud. Un organe à la fois de réflexion et d'action. On verra si c'est le cas. Cédric Héroux, fermier de la vallée de la Roya, très médiatisé, infatigable soutien des réfugiés traversant la frontière franco-italienne. Votre combat vous a notamment amené régulièrement aussi devant les tribunaux. Et ça va être le cas prochainement. Nous y reviendrons. Bon, le même scénario, on le connaît. Se répète inlassablement, ce sont ces femmes, ces images d'enfants, d'hommes qui quittent les rivages africains à bord d'embarcations de fortune, un geste désespéré qui pour certains les conduit directement à la mort. On va voir si mes chiffres sont justes, mais parmi les dernières estimations, c'est assez terrible ce terme pour ce dont on est en train de parler, mais on parlait de 17 000 morts ou disparus en Méditerranée depuis 2014 selon l'Organisation internationale pour les migrations, ce à quoi se rajoutent peut-être les morts de cet été. Bien sûr un été au cours duquel il a beaucoup été question de l'Aquarius, le navire de recherche et de secours de l'ONG SOS Méditerranée. À 2 reprises, en juin et en août, son équipage s'est heurté, et je pense que vous allez nous en parler, aux pires difficultés pour débarquer les personnes secourues qui se trouvaient à son bord. Alors, je veux qu'on soit immédiatement très concret dans cette discussion pour que les téléspectateurs comprennent bien les enjeux qui se jouent autour de cette crise migratoire. D'abord, quelle est la situation sur le terrain? Peut-être que Sophie Rahal, vous pouvez nous dire un petit peu de quel été sort exactement l'Aquarius dont il a été beaucoup question. Vous l'avez dit, on sort d'un été très compliqué puisque depuis le 10 août, notre bateau, à cette date-là, a débarqué plus d'une centaine de rescapés à Malte. Et depuis, il est dans la capacité de travailler correctement. Donc vous êtes à Marseille, je crois. Nous sommes à Marseille. Nous espérons repartir au plus vite puisque l'urgence humanitaire, évidemment, continue. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche de repartir? Qu'est-ce qui nous bloque? Ce sont des aménagements qu'il faut faire sur le bateau, mais aussi le retrait de notre pavillon, puisque nous naviguions jusqu'à maintenant sous pavillon Gibraltar et que Gibraltar a décidé de nous retirer le pavillon de l'Aquarius. Donc il a fallu trouver un autre pavillon, il a fallu rechercher un autre pavillon, entamer les formalités et terminer les formalités pour pouvoir dépavillonner et repavillonner l'Aquarius avant de pouvoir repartir. Donc si l'on comprend bien, en ce moment, là au moment où on est en train de parler, le secours en mer de ces réfugiés, peut-être opéré par des gardes-côtes, mais en tout cas, voilà, parce que vous étiez quasiment seul sur le terrain à opérer. On était quasiment les seuls, voilà. Et de fait, depuis que nous sommes à l'arrêt, il n'y a quasiment plus aucune, il n'y a même plus aucune ONG en mer actuellement. On était en gros 2 associations, SOS Méditerranée, une autre association qui s'appelle Proactiva, à pouvoir opérer avec de gros navires en Méditerranée. Il faut savoir qu'on fait souvent route avec plusieurs centaines de rescapés à bord. Donc à l'heure actuelle, en tout cas, il n'y a plus de bateaux. Et le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui tentent de traverser, il y a toujours des gens qui meurent. On en compte déjà plus de 1100 depuis le début de l'année. Alors Cédric Héroux, vous aussi peut-être, par moments très, très esselé, vous aussi, quelle est la situation sur le terrain? Vous pouvez peut-être nous rappeler très brièvement l'origine de votre combat, qui consiste à aider donc ces réfugiés qui viennent d'Italie à passer la frontière. Je suis agriculteur dans la vallée de la Roya. J'appartiens à un territoire, c'est un territoire qui m'appartient. Et surtout, c'est un territoire qui est franco-italien. C'est une vallée, le haut est côté français, et qu'on descend, on arrive sur Vintimille qui est côté italien. C'est notre territoire. Notre territoire était franco-italien.
Donc on s'est retrouvé depuis 2015 avec des personnes mises en migration, bloquées à une frontière, parce qu'en fait la France a décidé de fermer la frontière pour la lutte antiterroriste. En fait, elle ne fait absolument pas de lutte antiterroriste, elle fait de la lutte contre la migration. Donc on se retrouve avec des gens bloqués et surtout avec une impossibilité de faire une demande d'asile, alors que c'est un droit de faire une demande d'asile à la frontière. Donc il y a une entrave totale à la demande d'asile et on se retrouve avec des gamins, des femmes, des enfants et des jeunes hommes bloqués. Donc c'est vrai qu'en 2016, j'ai fait beaucoup de passages de frontières entre Vintimille et mon domicile. Avec des chiffres parfois qui peuvent même être supérieurs, je dirais, au nombre de passagers qu'on peut retrouver sur l'Aquarius. Moi, des fois, j'ai été assez étonné par ces chiffres de passage que vous avez opérés. Non, en passage, c'est pas tant que ça, parce que je me suis arrêté en 2016 et je voulais mettre un peu patte blanche et arrêter tout ce qui était action illégale pour être un peu plus crédible et pouvoir attaquer justement l'État, etc. Et c'est vrai que là, je vois, il y a une polémique sur un bateau bloqué avec 130 personnes. L'Europe ne savait absolument pas quoi faire et tout. Et d'ailleurs, la Corse s'était proposée à le prendre. On va y revenir. Voilà. Et l'année dernière, j'ai eu jusqu'à 250 personnes, donc 2 bateaux chez moi. Donc un paysan éleveur de poules, oléiculteur, gagnant moins de 1 000 euros par jour, j'allais dire. Malheureusement, non. Mais par mois, il arrive, quoi. Donc il y a un moment, il y a des situations d'urgence. Et pour du respect en fait de ce qu'on peut être, quoi, de fondamentaux, de respect des droits de l'homme, du respect de ce qu'on est, nous. Qui n'appelle pas de débat. Pardon ? Qui n'appelle pas de débat, des situations d'urgence qui n'appellent pas de débat politique. Justement, quelle est cette situation d'urgence aujourd'hui, là, ou durant cet été ? Parce que le fait que moins peut-être de réfugiés arrivent par l'Italie, ça se ressent désormais. Beaucoup moins. Pour vous dire, l'année dernière, on faisait 900 repas jour à Vintimille. Là, on en a entre 80 et 120 jours à Vintimille. À mon domicile, il y a une vingtaine, 20-25 personnes qui passent, donc qui passent la frontière illégalement, qui arrivent chez moi. Ils arrivent chez moi, il faut savoir pourquoi. C'est un endroit où on se déclare. Les personnes ont envie de se déclarer, de montrer patte blanche et de faire une demande d'asile à partir de chez moi. Ce qui est un peu fou, c'est qu'on fait une demande d'asile dans une ferme. C'est assez alternatif, mais donc voilà. Et on a, je pense, 10 fois moins de personnes que l'année dernière qui arrivent très très bien. À la Roya. Alors, docteur Pernin, on va évidemment échanger également avec vous, mais j'aimerais immédiatement vous faire écouter une vidéo. C'est le résultat, en fait, d'un échange que j'ai eu l'occasion d'avoir avec quelqu'un que vous connaissez bien, Sophie Rahal, puisqu'il s'agit d'Édouard Courcel, ce jeune marin qui s'est engagé dès 2016 dans le secours aux réfugiés en Méditerranée. Il a opéré comme secouriste pour le compte de SOS Méditerranée à bord de l'Aquarius. Là, désormais, il est logisticien pour l'ONG Médecins sans frontières. Et je vous propose de l'écouter parce que, évidemment, c'est un homme qui est sur le terrain. Et vous allez voir, les mots claquent. Pour parler de l'urgence de cette situation, je pense qu'il faut d'abord parler du contexte. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À l'heure actuelle, c'est 1 personne sur 18 qui se noie en essayant de traverser la Méditerranée. À l'heure actuelle, c'est un seul bateau dédié au sauvetage de ces personnes-là, c'est l'Aquarius. À l'heure actuelle, pour débarquer ces personnes-là, c'est à chaque fois une négociation au cas par cas avec les États européens. Depuis 2016, les conditions de sauvetage sont les mêmes. Des bateaux surchargés, des bateaux fragiles, des groupes de personnes en état de danger de mort imminent. En 2016, j'ai assisté au sauvetage d'un bateau de 20 mètres qui contenait plus de 700 personnes. Le 27 janvier 2018, j'ai assisté à l'effondrement d'un bateau en plein sauvetage où 30 personnes sont mortes par noyade avant qu'on ait pu stabiliser la situation et distribuer des moyens de flottaison à tout le monde. On reçoit les personnes à bord, après avoir effectué le sauvetage, et on entend leurs histoires. Et ce qu'on sait, quand ils nous racontent leurs histoires, c'est qu'ils sont dans une situation d'urgence bien avant de traverser la mer. L'état d'urgence, disions-nous tout à l'heure, je crois qu'on le retrouve bien dans les mots d'Édouard Courcel, état d'urgence qui doit nécessairement, vous, docteur Pernin, vous toucher, vous qui vous battez contre la précarité, contre l'exclusion en Corse. Lorsqu'on entend des mots pareils, on ne peut être que sensibilisé. Et d'ailleurs, la Clé, donc toutes les associations rassemblées au sein de la Clé, ont tenu à apporter un soutien lorsque les 2 présidents de la collectivité de Corse, Jean-Guy Talamone et Gilles Siméoni, ont proposé dès le mois de juin, puis ensuite au mois d'août, d'accueillir dans un port de l'île l'Aquarius, qui ne trouvait donc pas de site où débarquer les réfugiés. C'est important pour vous de témoigner au titre des associations que vous représentez dans ce combat-là aussi. Oui, d'abord cet acte politique est extrêmement courageux, je peux le souligner. Il n'est pas du tout démagogique, parce que les électorats, c'est vrai qu'on leur a reproché d'essayer peut-être de faire un coup politique vis-à-vis de Paris. Quand on fait ça, on perd des voix. Mais avant de continuer, je voudrais dire que je suis assis entre 2 monuments.
et qu'il y a une chaise vide en face de moi qui est importante. Ces deux monuments, ils ont une qualité rare, c'est la crédibilité. C'est-à-dire que leurs actes correspondent à leurs paroles, c'est rare, et leurs paroles à leur vie. Et à ma droite, il y a une association qui sera sûrement citée un jour pour le prix Nobel de la paix, et à ma gauche, Tout le mal qu'on vous souhaite. parce que dans ce pays-là, c'est comme ça, dans 20 ans, on a le futur secrétaire d'État à l'immigration. Tu ne le sais pas encore. Je ne sais pas si je dois vous le souhaiter en revanche. Non, Et puis la chaise vide, là, elle est importante, c'est les gens qui sont contre. Et que nous, coordination contre Alors je tiens l'exclusion, à ce propos à dire que c'est très compliqué de faire venir sur un plateau, parce que effectivement ces voix contre, on les entend. On a essayé de faire venir sur le plateau quelqu'un qui serait peut-être un petit peu plus opposé à ces logiques. C'est compliqué. on ne peut pas être contre l'exclusion et exclure soi-même. Nous, ces gens-là, on ne les exclut pas. On est prêt à les entendre parce qu'ils manifestent des peurs, des craintes, parfois qui peuvent être justifiées, et auxquelles il faut savoir répondre. Si on veut réussir ce qu'on voudrait, nous, c'est-à-dire réussir l'accueil de familles de migrants en Corse, puisque la France est en retard sur ce coup-là, et la Corse exclut d'un pays en retard sur ce coup-là, parce qu'un beau matin, on a dit que la Corse n'accueillerait pas des migrants. Pour quelle raison ? Probablement parce qu'on redoute qu'on les mange dès qu'ils arrivent. Ah, je me permets une toute petite parenthèse. Alors, je ne vais pas jouer mon historien de service, mais enfin, je tiens quand même à rappeler une chose, parce que, à un moment donné, d'un point de vue historique, il faut quand même se rappeler que la Corse a été, comme beaucoup d'autres territoires, en première ligne pour accueillir des réfugiés. On peut remonter jusqu'à la première moitié du 19e siècle en évoquant le cas de ces Italiens du fait des révoltes qui avaient lieu et des répressions dans la péninsule. Les Serbes, les Juifs de Syrie pendant la Première Guerre mondiale, les Russes blancs ou encore les républicains espagnols qui ont trouvé un refuge en Corse, chassés eux aussi à l'époque par la guerre et finalement des situations qui font écho à ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors vous dites oui, pas de démagogie, ça c'est certain. Il n'en reste pas moins, et c'est la référence à cette chaise vide, il y a des gens qui se sont trouvés et on peut comprendre leurs problématiques, dire mais attendez, messieurs les présidents, on l'a entendu en Corse, pourquoi s'occuper de cette précarité qui n'est pas contestée alors que nous avons tant de précarité sur notre propre territoire ? C'est un argument qu'il faut Deux prendre en compte. précarités qui s'opposent ensemble. C'est un argument qu'il faut prendre en compte, mais on a aussi une certaine crédibilité. C'est-à-dire que nos associations, pour la plupart, sont ici et là-bas. Secours populaire, Secours catholique, Croix-Rouge, Médecins du Monde, Ordre de Malte, sont ici et là-bas, pas avec les mêmes hommes. Et que c'est la même précarité qu'on prend en charge. Alors si on avait une politique contre la précarité, ce qui est en œuvre ici en Corse par rapport aux autres régions, on pourrait globalement dire voilà comment on prend en charge la globalité et voilà comment on prend cette précarité particulière. Et comme on n'a pas de réel encore politique contre la précarité, on ne peut pas le dire, et c'est très gênant. On peut dire là que vous y travaillez quand même. Il y a quand même une Corse, charte contre la on précarité. est en avance Ça, et c'est un autre- politiquement, on est en résonance. Cet aspect justement de précarité qui s'oppose, je pense que vous, dans vos combats respectifs, c'est quelque chose dans la Roya ou sur les ports où l'on peut vous retrouver, ce sont quand même des choses aussi que vous retrouvez, non ? Oui, mais en fait, je pense que on essaie de simplifier le débat. On met d'un côté les pro-migrants et d'autre côté les anti-migrants. Moi, je ne suis pas pro-migrant. De savoir qu'il y a des gamins qui vont risquer leur vie sur la Méditerranée, je ne suis pas pour. Vous n'êtes Enfin, pas il y un a des- idéologue. Non, je ne pense pas, mais je suis pragmatique en fait. Il y a un moment, qu'on soit pour ou contre la migration, donc le devoir en fait de sauver en Méditerranée, le devoir d'accueillir en Corse, qui est une île qui connaît la Méditerranée, elle vit au milieu de la Méditerranée, c'est un devoir de le faire, qu'on soit pour ou contre les migrants. Non seulement d'abord il y a un devoir de secours, et après ça ne veut pas dire qu'on accueille et qu'on est pour la migration. Il y a un moment, il faut faire évoluer le débat, et surtout en fait que cette problématique, parce que c'est une problématique, la migration qui n'est pas que française ni européenne, qui est mondiale, et qu'elle n'ait pas des conséquences négatives en fait, sur l'Europe dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et les conséquences négatives de l'immigration, ce seront la gestion de l'immigration, ce seront la stigmatisation, ce seront la précarisation de ces personnes-là. Et donc du coup, je pense qu'il faut travailler ensemble. Et justement, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de débat, de vrai débat public, et que les politiques ne viennent pas la discuter, même de venir chez moi, les opposants en fait, à mon action viennent chez moi et qu'on discute et qu'on trouve des solutions ensemble. En fait, si j'ai bien compris, vous avez plutôt un cordon de forces de l'ordre autour de chez vous, plus Ouais. que des Mais pas politiques. de- Non, mais c'est pour surveiller mon Citroën C15 en fait, qui Moi, risque il y a une d'être chose, volé. excusez-moi, mais il y a une chose que je voudrais aussi ajouter en complément de ce qui vient d'être dit, à quoi je souscris complètement, mais c'est que sauver une vie humaine en mer, c'est la loi qui nous y oblige. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça par conviction. Évidemment que pour nous, c'est insupportable de savoir qu'il y a des gens qui meurent en Méditerranée, qui est notre mer à tous, mais c'est surtout la loi nous l'impose. Il y a plusieurs conventions. Je peux vous citer la convention SOLAS, je peux vous citer la convention SAR sur la préservation de la vie humaine en mer. C'est un devoir pour tout navire de porter assistance à quelqu'un qui se noie. Donc nous, en fait, on ne fait qu'appliquer la loi.
Et c'est pour ça que c'est d'autant plus dramatique et désolant de voir combien d'obstacles sont mis à notre travail, qui est simplement le travail qui s'inscrit dans le cadre de la loi D'accord, très bien. internationale et maritime. Alors vous savez que le principe d'Agora, c'est d'aller voir aussi un petit peu ce que le public peut penser des thématiques que nous abordons. Et j'ai repéré dans le public Jacques Orson, professeur émérite des universités, je crois qu'on dit comme ça. Et moi, j'aimerais bien avoir votre avis, vous pouvez prendre le micro, sur un point, parce que là, effectivement, souvent, on a cette idée que ces réfugiés font peur. Vous avez travaillé à l'université, je le sais, et pendant de longues années, avec des gens qui venaient parfois dans des conditions très compliquées. Parfois, on n'est pas loin de la fuite de certains pays. En tant qu'étudiant, moi j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu aussi de votre vécu, de votre expérience à travers ça. Mais j'ai travaillé avec des gens qui se trouvent maintenant dans des situations de désespoir. J'ai un étudiant qui a maintenant 55 ans, c'est pas un tout jeune, qui est professeur des universités en Syrie, à l'université de Damas et au CNRS syrien. Et il a passé un an à Corté, où il a fait une thèse de doctorat avec moi. Ouais. Donc, c'est quelqu'un Tout va qui bien qui jusque-là. connaît Et bien. alors? Mais là, il n'a pas voulu repartir en Syrie. Pour des Vous raisons connaissez la politiques, situation, oui, les bien raisons politiques, sanitaires, de danger de tous les jours. Et il est en Syrie. Et actuellement, on essaye de le faire venir ici, en Corse ou plus largement en France. Et je vous assure que c'est un parcours du combattant énorme entre les services de l'ambassade, les services des consulats. Alors, on n'est pas dans un cas d'urgence, si je comprends bien, mais effectivement, en tout cas, dans la situation de quelqu'un qui en plus a été formé en France, et on se rend compte que finalement, là, Oui. il y a des barrières qui sont mises. Écoutez, merci beaucoup. Jacques Orson. Et on ne s'est pas tant que ça éloigné du sujet, même pas du tout, parce que finalement, qu'est-ce que nous raconte à travers cet exemple Jacques Orson? C'est qu'on a des frontières de plus en plus impossibles à franchir, étanches. Matteo Salvini, votre voisin de la Roya, maintenant, à cette politique que l'on sait. Comment vous réagissez par rapport Attention, parce qu'on parle beaucoup effectivement de Matteo Salvini, et il est vrai que la situation s'est beaucoup complexifié pour nous depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Mais il faut quand même aussi rendre hommage à tout le travail qu'a fait l'Italie depuis plusieurs années, parce que l'Italie a assumé seule pendant des années ces opérations de sauvetage en mer. L'Italie a déployé toute seule Solidarité européenne l'opération en panne, c'est ça Mare que vous êtes en train de Nostrum. parler? Tout à fait. L'opération Mare Nostrum qui lui coûtait 9 millions d'euros par mois, elle l'a fait seule pendant un an, avant de dire stop, ça coûte trop cher, en 2014. Et à ce moment-là, elle a demandé de l'aide à l'Union européenne, à ses voisins européens. Qu'ont fait les autres pays européens? Ils ont tourné le regard. C'est ça qui n'est pas acceptable. On ne peut pas aujourd'hui critiquer le travail qu'a fait l'Italie, parce qu'elle a permis de sauver plus de 150 000 personnes en une seule année grâce à Mare Nostrum. Aujourd'hui, quand l'Italie dit stop, il faut entendre, et il faut surtout, et ça c'est ce que nous on appelle depuis le début depuis la création de SOS Méditerranée en 2015, que les États européens se mettent enfin tous ensemble autour de la table pour qu'une solution pérenne, un dispositif pérenne de sauvetage en mer. On va revenir soit très enfin rapidement tout à l'heure créé. là-dessus, mais simplement je voulais aussi quand même éclaircir une situation, parce que certains disent stop et d'autres disent vous pouvez venir. Je pense évidemment à la proposition des deux présidents de la collectivité territoriale de Corse. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement, parce que moi j'ai pu lire de ci, de là, que peut-être que finalement SOS Méditerranée n'est pas si intéressé que ça par cette proposition. Est-ce que d'abord c'était le cas, et pourquoi au final c'était si compliqué de venir, si tant est que l'idée était bonne? Il faut savoir que quand nous on opère un sauvetage, généralement il se fait au large de la Libye, donc au moins à une vingtaine de milles nautiques des côtes, puisque ce sont les eaux internationales, c'est la limite des eaux internationales. On est donc assez loin de la Corse, assez loin de la France. Les deux pays les plus proches, c'est Malte et c'est l'Italie. Donc il est vrai que pour nous, depuis le début de nos opérations, nos rescapés, on les débarquait en Sicile, et parce que c'était un jour et demi de navigation. C'est quand même un jour et demi de route, en moyenne, quand le temps est clément, etc. On a reçu donc effectivement cette proposition de la part de messieurs Simeoni et Talamoni, qui était ô combien bienvenue, puisque ça faisait plusieurs jours que nous errions en Méditerranée sans qu'aucun pays daigne nous assigner un port sûr où on aurait pu débarquer nos rescapés. C'était une proposition politique, puisqu'elle émanait donc de deux représentants de l'autorité politique. Il faut, pour que l'Aquarius fasse route vers un port sûr, que l'instruction nous en parvienne de la part d'une autorité maritime compétente. En l'occurrence, un centre de coordination du secours,
pour la région qui nous intéresse, c'est le Très Cross-Lagarde. bien, non, ça, c'est Il aurait d'accord. fallu que cette annonce politique de messieurs Talamoni et Simeoni se transforme ensuite en instruction de la part du MRCC, donc du Centre de coordination français. Il faut dire que c'est compliqué. C'est hein. compliqué, Il y a c'est quand même compliqué, tout un... je vous l'accorde, Ouais, c'est très ouais, compliqué. Mais c'est le secours en mer, c'est le mécanisme habituel de coordination du secours en mer. Tous les secours en mer sont organisés de cette façon avec des centres qui coordonnent et qui instruisent et qui disent ensuite le bateau, il va Mais ça là. veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si on a des bonnes volontés, comme dans toutes ces associations, avec le docteur Pernin, qui sont prêts à se mobiliser, au final, non, il n'est pas question de ça, quoi. Il faut vraiment organiser très administrativement, si je comprends bien, C'est aussi l'affaire. politique d'une Ah ouais. certaine manière. Enfin, c'est aussi très politique. C'est deux choses Docteur différentes. L'accueil d'urgence, Ouais. ce qu'ils font, et à Ouais. très juste raison. hein. Chez nous, quand les gens se noient dans un canyon... Enfin, il n'y a on pas les- tant de papier chez Cédric Héroux, à mon Alors, avis. hein. On en fait, on en fait. Ouais. On gagne d'ailleurs beaucoup. Quand chez nous, des gens se noient dans un canyon, on les connaît, on les recherche pendant des jours. À 500 km de là, c'est dans la mer et il ne se passe rien. Donc ils répondent à l'urgence. C'est différent, l'accueil d'urgence de ces bateaux. C'est ensuite l'accueil de familles qui est tout à fait différent. C'est-à-dire des gens considérés comme réfugiés, qui ont tous les papiers possibles, reconnus par l'État français, et que l'on dispatche. Alors, on a un Ça, exemple, c'est hein, on a un oui. exemple Alors, en Corse. À ma place, il y a deux personnes beaucoup plus légitimes qui pourraient être. On va arrêter de vous délégitimer. Non, non. C'est Lionel Mortigny et son équipe qui est la seule expérience d'accueil de migrants quelque part en Corse et avec une forte volonté de le faire. Et puis d'autres qui ne seraient pas venus parce qu'ils sont soumis au droit de réserve, c'est tous ces services de la collectivité qui accueillent les enfants isolés, non accompagnés, D'accord, ouais, et tout à qui fait. sont passés d'une vrai. vingtaine il y a 3 ans à plus de 100 actuellement. Ouais. Parce qu'il y a des Ouais. quotas nationaux, on en accueille oui, c'est une 0,46%. réalité. Ouais. Voilà des gens qui sont dans la réalité de la Corse et de l'accueil. Nous sommes dans l'intention. Mais cette intention, maintenant, elle a un relais politique fort et je pense qu'on pourra émerger prochainement. Mais on ne peut et pas accueillir- s'empêcher quand même de s'interroger sur l'aspect politique. Et là, je vais me tourner vers Cédric Héroux, qui est dans une situation quand même compliquée, et notamment sur un plan judiciaire. hein. Vous allez peut-être nous dire dans devant combien de juridictions là, vous devez prochainement passer. Mais on a un peu la sensation que vous vous êtes présenté comme un pragmatique. Certains vous présentent plutôt comme un dangereux immigrationniste. On cherche à salir, en fait, ce type de combat. Oui, mais en fait, surtout, il n'est pas compris le combat. Donc, il y a un problème d'information, de médiatisation, et on n'explique pas ce qu'on fait. En fait, ce qu'on fait dans ma ferme, c'est qu'on régularise des gens. C'est qu'il y a des gens qui passent, qui veulent faire une demande d'asile. Ils sont là sur le territoire français, donc certes à la Alors, frontière. expliquez à nos téléspectateurs, on arrive à régulariser les gens finalement. Oui, Ils sont mais arrivés de façon irrégulière. C'est Et que dans votre la ferme- demande d'asile est un droit. Après, l'octroi, c'est autre chose. Mais les personnes ont une volonté en fait, de s'identifier. Déjà, ils s'identifient en sortant des bateaux et en arrivant en Italie. On parle de personnes clandestines. Elles ne sont pas du tout clandestines. C'est des personnes qui ont posé des empreintes avec des noms et des prénoms. Donc, il n'y a pas de clandestinité. Elles arrivent à la frontière franco-italienne, donc à quelques kilomètres de chez moi. Elles voudraient faire une demande d'asile. Il y a une entrave. Elles sont obligées de passer illégalement. Elles arrivent chez moi. Une fois chez moi, on met des noms, des prénoms, des photos. On donne ça à la préfecture. Vous nous décrivez une entrave des services publics. Oui, bien sûr, mais il a été condamné, le préfet a été condamné à maintes reprises, toutes les semaines il est condamné. Et on envoie ces documents en gendarmerie et en préfecture en disant, voilà, ces personnes-là sont des demandeurs d'asile, merci de respecter leurs droits. Voilà, et veuillez exercer votre devoir. Et je vais aller loin. Est-ce qu'on est entré dans un état de non-droit? Parce que moi, je m'inquiète quand je vous écoute. Oui, mais c'est ce qui s'est passé. Vous savez, il y a eu beaucoup de procès, dont les miens, dans la vallée de la Roya, parce qu'en fait, on était coincés. Parce qu'il faut comprendre la vallée de la Roya, le bas est italienne, le haut est française, et les postes frontières ont été décalés à l'intérieur du territoire. On avait des postes frontières entre Breil-sur-Roya et Nice. Donc, en fait, on faisait du détournement de contrôle policier pour emmener des personnes à l'aide sociale à l'enfance, pour des mineurs, ou pour faire des demandes d'asile. Nous, ce qu'on voulait, c'est régulariser les gens. Mais on contrôle l'immigration en régularisant les gens. Et l'effet direct, en fait, de l'action étatique, donc de M. Collomb, en mettant des postes de police de partout, en évitant que les personnes puissent faire une demande d'asile, c'est qu'on crée des personnes en situation irrégulière et on crée des personnes clandestines. Et le problème, il est là. C'est qu'en fait, c'est de la communication. On met des contrôles policiers. Et surtout, ne servent à rien. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que mes terres font 2 hectares. 2 hectares, c'est pas très grand. Il y a 50 gendarmes mobiles autour. Il y en a plus autour de ma terre que sur l'axe autoroutier entre l'Italie
et Nice. Et il y a 2500 personnes qui sont venues en 1 an et demi. On appelle ça quand même une victoire aussi lorsque le Conseil constitutionnel censure ce fameux ça fait plaisir, droit ouais. délit plutôt de solidarité. Il n'y a pas que des moments, il y a des moments toujours compliqués, mais il y a quelques victoires quand même assez notables. On a posé une question au Conseil constitutionnel. On lui a demandé est-ce que le fait d'incriminer des personnes qui vont en aide à des personnes en situation irrégulière, est-ce que ça ne met pas à défaut notre devise? Je rappelle aux gens que notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Oui. Est-ce que ça ne met pas à défaut la fraternité? Et il s'est avéré, je n'étais pas au courant, que dans la Constitution, il y avait la liberté, l'égalité, la fraternité n'y était pas. Donc ils ont accepté de mettre dans la Constitution la fraternité, c'est-à-dire que tous les textes de loi et les lois devront en fait respecter la notion de fraternité. Et c'est ce qui est intéressant. Et donc du coup, et ça aide souvent, on nous fait le reproche, oui, mais les SDF français, etc., vous ne les aidez pas, etc. Dans la Vallée de la Roya, il n'y a pas de SDF, on les a hébergés depuis bien longtemps, on n'a pas attendu la crise des migrants pour le faire. Et à Besançon, le maire a fait un arrêt pour interdire la mendicité et s'asseoir dans la rue. Il y a des associations qui ont porté plainte au tribunal administratif contre le maire et l'association a gagné parce que justement il y avait cette notion de fraternité. Donc les choses avancent. Et puis alors moi j'aimerais bien simplement qu'on s'arrête parce que malheureusement l'émission est déjà terminée sur ce terme de fraternité que vous avez évoqué. Eh bien nous nous retrouverons dimanche prochain à 18h30 sur France 3 Corse Gastel pour un nouveau numéro d'Agora. Et nous allons poursuivre notre conversation comme on a l'habitude. Et je ne saurais trop vous conseiller contre les idées reçues de poursuivre le débat de votre côté.